Bienvenue dans un nouvel épisode de From the Block. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une des figures de proue de l'art digital sur la blockchain. Il est aujourd'hui un des fondateurs de la NFT Factory à Paris et cofondateur de Grail Capital Partners. Avant cela, il a passé plus de 6 ans chez Ledger et une dizaine d'années dans la finance traditionnelle. Jean-Michel Payon, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc revenir sur ton parcours, ta rencontre avec la blockchain et surtout l'art digital. Nous parlerons de ton expérience chez Ledger, de ton implication actuelle dans l'art digital et de la thèse que tu défends sur sa légitimité en tant que classe d'actifs. Jean-Michel, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Bonjour à toutes et tous. Donc merci beaucoup Alexis. Je suis Jean-Michel Payon. Effectivement, je suis cofondateur de la structure d'investissement Grail Capital. Et avant ça, j'ai donc travaillé plusieurs années dans la crypto, donc chez Ledger, dans laquelle j'ai eu la chance de passer plus de 6 années incroyables dans cette entreprise qui est une des entreprises leaders du Web3, côté sécurité. Et avant cela, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la finance traditionnelle, comme tu l'as dit, chez Euronext, ensuite chez New York Stock Exchange et à nouveau Euronext, où j'ai fait à peu près tous les jobs possibles dans la direction financière, ensuite à la stratégie, et puis sur la dernière partie de ma carrière, plutôt sur les IPO. Donc je suis un expert des marchés financiers, je connaissais extrêmement bien les marchés financiers de l'intérieur, et j'étais connecté. D'ailleurs, c'est en partie grâce à ça qu'on s'était rencontrés à une époque, de tes anciennes vies également. Absolument, absolument. Donc voilà, quand tu étais chez Odo, quand j'étais chez Euronext, on s'est croisés, puis ensuite on s'est recroisés quand je suis allé chez Ledger. Et le mouvement de l'un vers l'autre est assez intéressant parce que les entreprises de marché organisées, ce qu'on appelle donc les places de marché centralisées, les exchanges, pardon, en anglais, je sais pas comment ça se dit en français, les stock exchanges, en Les fait, bourses? sont les bourses, voilà, les bourses sont des grosses, des structures très régulées, mais surtout très technologiques. En fait, c'est des énormes structures technologiques. Il y a une très grosse partie de technologie, une petite partie de people. Et surtout un énorme effet de réseau, ce qu'on appelle, puisque c'est au milieu d'un peu tout. En fait, il y a un peu tout qui est connecté. Il y a les banques, il y a les émetteurs, ce qu'on appelle, il y a les traders, il y a les particuliers, etc. etc. Donc tout est connecté aux exchanges. Et c'est une industrie qui est fascinante, dans laquelle j'ai eu plaisir à travailler pendant une décennie. Puis ensuite, justement, pour des raisons à la fois peut-être moi d'impatience par rapport à des postes de management qui ne se libéraient pas pour moi, et puis aussi parce que je sentais effectivement cette émergence de choses qui se passaient dans ce segment de la fintech, qui était ce segment-là, un petit peu de la financial technology qui commençait à émerger dans les années 2014-2015 en France, un peu plus tôt aux États-Unis et en Angleterre, mais dans ces eaux-là en France. En fait, j'ai eu l'idée, de m'y replonger et de me plonger, mais en dehors de cette structure qui à l'époque était mon employeur, pour notamment contribuer à lancer France FinTech, hein, qui est devenue la très grosse association des startups du Sûr. secteur, qui maintenant est une machine qui fonctionne absolument sans moi. Je n'ai plus aucun rôle dans cette On structure, mais salue qui Alain Clos d'ailleurs, exactement, au Alain, passage, qui si est tu une nous personne écoutes. incroyable, exactement. Et d'ailleurs, Alain, je vais en parler dans quelques instants sur la suite du mouvement. Et puis voilà, donc dans cet écosystème qui à l'époque était très jeune, très petit, avec des petites startups, les Prêts d'Union, les Lydia, les Lendix, etc., qui pour certaines sont devenues des très très belles entreprises. On était même avant la seconde vague qui est arrivée après, Conto et Alan. Et bien dans cet écosystème, donc encore une fois où Alain était le président de ces associations, moi je contribuais entre guillemets avec des copains qui étaient devenus des copains pour certains des entrepreneurs de cet écosystème. Et j'ai sympathisé avec un des entrepreneurs de cet écosystème qui avait une toute petite entreprise qui s'appelait Ledger. Alors en l'occurrence, donc c'était Eric Larchevêque. Elle s'appelait déjà Alors Ledger non, ou alors en c'était fait la maison du non, Bitcoin? l'histoire en fait, bon, désolé pour un peu la digression, mais en fait l'histoire de Ledger, elle est assez amusante. Donc en fait, à l'origine de l'origine, j'ai connu Eric Larchevêque et Thomas France, qui avaient créé un lieu tiers à Paris qui s'appelait la Maison du Bitcoin en mai 2014. D'ailleurs, on va fêter les 10 ans dans quelques semaines, enfin quelques mois maintenant. Et donc ce lieu qui était un lieu d'acculturation pour le Bitcoin, qui à l'époque était très jeune et très mal vu encore à l'époque, Eric et Thomas avaient eu l'idée de créer un lieu qui était une sorte d'espace de coworking, de meet-up, pour rassembler un peu les gens qui étaient curieux, dont je faisais partie. Donc je suis arrivé à ce moment-là, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et puis effectivement, quelques mois plus tard, Eric m'a annoncé qu'il créait cette entreprise qu'il allait appeler Ledger, qui est devenue ce que c'est devenu. On est resté Et en juste, contact. Ouais. juste petite question, excuse-moi, mais en fait, Non. ce sujet de la crypto et cette rencontre avec Eric, c'est en fait via ton job chez, à la fin, New York Stock Exchange, en fait, en étudiant les infrastructures de marché, que tu t'es dit, bah tiens, en fait, finalement, la blockchain pourrait être une de ces réponses technologiques dans les années qui viennent, ou c'est ta rencontre avec Eric qui t'a plongé dans le sujet de la blockchain? Alors,
Je m'étais déjà intéressé au sujet. Alors, je vais faire l'histoire. Deuxième digression, désolé. La première digression, c'est que en 2013, donc déjà le Bitcoin était quelque chose dont j'avais entendu parler. C'était quelque part, tu sais, j'avais lu des choses, comme à une époque, j'étais head of research pour NYSE à New York sur la partie listing, donc j'avais vraiment une vue très mondiale de tout ce qui se passait sur un peu tout, quoi, tout ce qui concernait à la fois l'économie, la technologie. Donc j'avais vraiment une vue très globale. Et forcément, dans mon radar, le Bitcoin avait été passé. Mais pas de façon au milieu de plein d'autres choses, tu veux. Donc c'était pas, je dois avouer que j'ai géré des trucs de très loin et j'ai pas plus que ça passé du temps dessus. Et ensuite, j'ai passé un peu plus de temps dessus quand en 2013, il y a eu la crise bancaire à Chypre. Et à ce moment-là, donc j'étais en vacances, c'était au mois de février ou au mois de mars, je sais plus très bien. Et là, j'ai été rappelé en fait en catastrophe au bureau parce qu'il y avait à nouveau cette crise systémique un peu qu'on redoutait avec les crises bancaires en Europe, etc. Et donc on m'a rappelé et au moment dans le train de retour, dans l'avion de retour, je ne me souviens plus, j'ai lu qu'en fait, alors même qu'il y avait un bank run et puis surtout enfin un blocage des comptes à Chypre, j'ai lu qu'il y avait effectivement des gens qui réussissaient en fait à sortir leur épargne en passant par le Bitcoin. Et donc là, le Bitcoin est revenu entre guillemets sur le haut de la pile. Et le hasard a voulu qu'à peu près au même moment, quelques jours après, je rencontrais quelqu'un qui était plutôt dans le domaine de la recherche économique, euh, dans un laboratoire de recherche économique, dans un grand laboratoire voilà, en sciences économiques. Et on en a parlé. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus. J'ai commencé à me documenter. Et quelques mois plus tard, enfin un peu plus que quelques mois plus tard, un an plus tard, quand la maison du Bitcoin a ouvert, j'y suis allé parce que justement, j'avais envie d'en savoir plus et surtout de parler avec des vrais gens et pas d'aller sur Ouais. des forums obscurs pour parler avec des gens qui parfois étaient un peu spéciaux. Et là, j'avais des vrais gens en face de moi qui étaient très bien, pères de famille, comme Eric, comme on voit maintenant à la télé, très sympathique, très bonhomme à tous les niveaux et très intelligent. Donc voilà, ça a été effectivement quelqu'un qui a contribué. Mais avant ça, il y a très très longtemps, pour répondre à la question, en fait, la blockchain en tant que telle, c'était pas tellement un sujet pour moi, mais par contre le Bitcoin, ça l'était parce qu'il y a très très longtemps, quand j'étais head of research chez NYSE, un de mes mandats qui avait eu un mandat, j'ai eu un mandat de la part de la direction, c'était de trouver quelle était l'exchange du futur dans 10 ans. Et donc, l'exchange du futur dans 10 ans, il fallait trouver des solutions à la fois technologiques. Donc, la blockchain, effectivement, qui n'existait pas à l'époque, aurait pu être cette technologie que je cherchais, mais elle n'existait pas. Et puis, même en termes de classes d'actifs, de la même façon, on cherchait des nouvelles classes d'actifs à lister à côté, à permettre aux acteurs de trader. Et donc, de la même façon, voilà, pareil, cette chose-là n'existait pas. Donc, finalement, ces problèmes-là, je les avais bien définis, mais j'avais pas de solution. Et quelques années après, quand j'ai, entre guillemets, compris le Bitcoin et puis ses usages, notamment monétaires et tout ça, eh bien, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, j'aurais bien aimé que ça existe à l'époque où je cherchais parce que ça m'aurait bien intéressé. Voilà. Et donc, fast forward, quand quand j'arrive à la maison de Bitcoin, Eric m'en parle et effectivement, il est très didactique, il passe beaucoup de temps à l'époque à expliquer à tout un chacun très gentiment, même quand on comprend rien, comment fonctionne la blockchain. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il a fait énormément de présentations entre 2014 et 2016 dans à peu près toutes les entreprises à Paris possibles imaginables pour expliquer ce que c'était la blockchain et en quoi consistait le Bitcoin, etc. Ouais, c'est ça. Et en plus, on était là à ce moment-là, au moment un peu de l'ICO d'Ethereum. Donc Mm. voilà, le terme blockchain devait sûrement venir à la mode. On commençait à parler des smart contracts. Dans ta réflexion aussi d'avant, voilà, c'est cette infrastructure où on peut tokeniser des choses, représenter des choses sur cette blockchain. Ça devait être un sujet qui était radicalement nouveau en fait à l'époque. Ouais, je crois même qu'on avait fait une table ronde en 2016, en mars-avril 2016, je crois, avec France FinTech, dans l'événement annuel de France FinTech, qui devait s'appeler Blockchain, deux points. Est-ce que est-ce que c'est un vrai game changer ou juste une mode, juste un mot-clé? Et bon, je me rappelle qu'on avait dû conclure en disant non, non, c'est là pour rester. Il y a des vrais usages qui vont arriver. Effectivement, il y a les smart contracts, qui ont un usage même monétaire qui a de la valeur dans certains pays. Et puis, effectivement, il y a une classe d'actifs qui est en train de naître sous nos yeux. Donc, effectivement, en venant du marché financier traditionnel pour revenir à cette genèse de comment j'ai rejoint Ledger, il y avait plein de choses qui se sont passées qui, finalement, de façon très logique, finalement, quand tu les regardes avec le recul, ont fait que je m'étais intéressé à la matière première. L'équipe était très sympa, très intelligente. Ils avaient un produit qui était quand même s'ils n'en vendaient pas énormément, qui commençait à se vendre dans le monde entier, pas beaucoup, mais un petit peu partout. Et je trouvais ça assez unique d'avoir une entreprise française avec 15 personnes dans un bureau, dans un sous-sol, la rue du Caire, réussir à vendre des produits via Amazon et eux en direct dans le monde entier. Je me disais, c'est quand même rare.
Et voilà, donc du coup, une discussion d'un an à une autre. Un jour, Eric m'a demandé de l'aider sur un sujet, puis un deuxième sujet, puis un jour, on s'est retrouvé en fait à déjeuner un vendredi, puis il m'a dit, mais en fait, tu étais là toute la semaine, là, depuis quelques temps, donc va falloir vraiment que tu nous rejoignes full time. Et pour revenir à Alain Clot, ce qui est très drôle, c'est qu'Alain, que j'aime beaucoup, donc, qui est toujours président de France FinTech d'ailleurs, et qui est un très grand business angel de la FinTech en France, et avant ça, un grand dirigeant La banque. d'établissements financiers et bancaires notamment. Quand je lui ai annoncé que j'allais rejoindre Ledger et donc travailler dans le Bitcoin, je me souviens que donc Alain, qui connaissait Eric par ailleurs, hein, et il m'a dit, bah écoute, moi j'aime beaucoup Eric, mais bon, c'est quand même un peu spécial. Donc j'ai compris qu'il était très poli vis-à-vis de tout ça, mais qu'il n'était pas hyper chaud. Mais bon, moi j'ai eu une sorte d'appel, un petit peu comme un appel presque religieux. À ce moment-là. Et puis encore une fois, il y avait une grande envie de rejoindre une aventure à la fois entrepreneuriale intéressante et puis une équipe de management qui était déjà intéressante. J'avais la chance d'être le premier non fondateur qui rejoignait l'équipe de management et il y avait quelque chose de très intéressant à faire et c'est ce qui s'est passé. Et Jean-Michel, je profite de t'avoir. Est-ce que tu peux nous raconter en fait comment la clé est née? Parce que la maison du Bitcoin, c'était un comptoir où les gens pouvaient venir en disant, bah, je voudrais acheter du Bitcoin, je te donne du cash et tu vas me rendre enfin, tu vas m'acheter du Bitcoin et me donner du Bitcoin. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du device? Alors, il y a la jeunesse device, il y a la jeunesse de Ledger, qui sont un peu les deux sont liés. En fait, Ledger, donc encore une fois, il y a la maison du Bitcoin, qui est cet espace dans lequel il y a des meet-up, ils font des hackathons, et lors d'un hackathon, pour simplifier, on va dire, parce qu'encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons, lors d'un hackathon, il y a deux entreprises enfin plusieurs entreprises, dont deux qui viennent présenter un projet. Il y a une entreprise qui s'appelle Chronocoin, qui est l'entreprise basée à Vierzon avec Joël Pobeda, David Ballon et Vanessa, qui sont donc basés là-bas et qui ont en fait eu l'idée de se dire, ben, pour acheter du Bitcoin, on va aller sur un site web. Donc les gens vont aller sur un site web, ils vont commander, ils vont acheter un Bitcoin avec leur carte bleue et ils vont recevoir en fait les bitcoins par la poste, d'où Chronocoin, parce que c'est Bitcoin via Chronopost. En fait, tu vois, le modèle Ouais. un peu comme ça, quoi. Bon, le petit problème qu'il y a, c'est que bien sûr, en termes de sécurité, c'est la catastrophe, parce qu'ils font un paper wallet qui vont eux-mêmes éditer, qui vont t'envoyer par la poste. Donc finalement, ton paper wallet, fondamentalement, il y a plein de fois pendant le process où quelqu'un peut voir ta clé privée à ta place, et donc c'est pas génial en termes de sécurité. Mais ils ont une idée. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui arrive. Alors là, c'est vraiment les deep tech guys. Donc c'est Nicolas Baca, Olivier et mince, oh, purée, j'ai oublié son nom. Bref, j'ai oublié son nom, je suis désolé pour lui. Qui en fait sont vraiment les gars de deep tech qui travaillent depuis très longtemps sur ce qu'on appelle les couches basses, donc sur les systèmes de sécurité embarqués, donc les cartes à puce, mais non seulement sur les cartes à puce, mais vraiment dans ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation qui sont dans la carte à puce. Donc c'est des systèmes extrêmement petits parce qu'une carte à puce, ça n'a pas une taille de mémoire très importante. Et donc c'est des gens qui viennent de chez Ouverture, de chez enfin toutes les grandes entreprises de la carte à puce en France et à l'étranger. Et donc, ces trois personnes-là arrivent avec effectivement, eux, une carte à puce dont ils sont servis pour effectivement de stocker en fait un secret de façon cryptographique. Et ce secret, c'est une clé privée. Ils avaient trouvé un système pour encrypter, enfin, pardon, chiffrer et donc protéger une clé privée dans une carte à puce. Et donc, Eric, qui lui est le host, entre guillemets, de l'organisateur de l'événement, il voit d'un côté un super produit avec une technologie, une sécurité très mauvaise. Il voit de l'autre côté une technologie incroyable, mais pas de produit. Eh bien, c'est entre guillemets à ce moment-là que l'idée de Ledger naît parce qu'il il a les deux, quoi. Il a les deux. Et puis lui, bien sûr, il a l'histoire et l'expérience d'un entrepreneur parce qu'il avait déjà vendu une boîte avant très bien précédemment. Et puis c'est un entrepreneur, il avait déjà fait plein de choses, il était ancien joueur de poker professionnel. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il a fait son livre là, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, qui est absolument génial, qui d'ailleurs est très fidèle sur, en tout cas sur la partie que moi je connais sur l'histoire de Ledger. Et probablement il raconte à peu près ça aussi. Et donc voilà, Entreprendre donc pour être Ledger libre. à ce moment-là. Pardon? Entreprendre pour être libre. Exactement. Tu connais mieux le livre que moi. Mais moi, je l'ai lu derrière moi, je l'ai lu plein de fois, mais tu vois, je connaissais pas le titre. Mais c'est un très bon livre. Et bien sûr, quand on est entrepreneur, c'est très intéressant. Mais bien sûr, pour ceux qui aiment le sujet de la crypto en tant que tel, il y a aussi pas mal d'anecdotes sur Ledger et sur le segment aussi. Donc tu arrives chez Ledger, tu es le premier non fondateur. Donc là, Non, j'imagine que vous êtes une. enfin, ils avaient quand même embauché deux, trois autres personnes avant moi, mais j'étais le premier dirigeant non fondateur. Et donc vous êtes une micro-équipe, j'imagine, d'être une On dizaine de était 15, personnes. chez lui, on Ah, était, d'accord. c'était 16. Je pense que ce qui est drôle, c'est que, ouais, il y avait une quinzaine de personnes parce que je crois même que, tu sais, comment on appelle ça, là, sur ta fiche de paye, tu as un numéro, tu sais, par rapport au nombre de personnes et je crois que j'étais le Bien sûr. numéro, alors je sais plus, c'est 17 ou 22, je sais plus. Mais comme il y avait une personne qu'ils avaient embauchée ou deux personnes qui étaient parties entre temps, puis bref. Donc, effectivement, j'étais vraiment un des premiers et ça a été une aventure incroyable.
Et donc là, on est en quelle année quand tu rejoins Ledger? Là, quand j'arrive formellement, je pense que, parce qu'entre les différentes discussions, un peu les advisories, etc., que j'ai fait, je pense qu'officiellement, je dois arriver au mois d'avril, au mois de avril-mai de 2017. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je pense que je publie. Alors, j'attends parce que je crois qu'il doit y avoir quand même une petite période, pas d'essai, mais parce que une période un peu où on se disait, bon voilà, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Donc, on s'est laissé un petit peu de temps pour communiquer dessus. Et je pense que tu dois trouver, si on fait sur Google Paillon, Ledger, Vault ou je sais pas quoi, on doit trouver mon arrivée, on doit trouver un article qui en parle ou en tout cas un communiqué de presse de l'entreprise qui en parle. Et alors là, on est en plein. Alors, c'était déjà un bull run à l'époque, mais on était en plein dans ce Ah, bull pas tout à run-là. fait, non, 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 pas tout à fait. Ouais. Le bull run avait, alors, bon, c'était déjà le bull run, enfin, en tout cas le marché haussier avait repris depuis à peu près quelques mois, on va dire. Mais le vrai bull run, c'est à partir de l'été, donc c'est quelques mois après. Et d'ailleurs, c'est ça qui a provoqué. Donc, à ce moment-là, ça allait, les cours montaient. Il y avait, bon, mais c'était pas encore le niveau de folie qu'il y a eu un peu plus tard. La vraie folie, c'est entre juillet, août et jusqu'en décembre. Et là, c'était effectivement, ça a été le grand pic qu'on connaît, où on est passé, le Bitcoin a dû passer de 3 000 à 20 000 en peut-être même pas 6 mois. Donc là, on a eu effectivement une vraie envolée des cours. Bah, il y a eu beaucoup d'ICO, il y a eu beaucoup d'argent gagné, beaucoup d'argent perdu aussi ensuite. Et puis après, il y a eu le crash qu'on a connu en 2018, avec le grand winter de 2010-2019, et puis ensuite le rebond de 2020. Enfin, c'est très cyclique le Bitcoin, c'est marrant, et on a revécu ça d'ailleurs sur les quelques dernières années, avec peut-être une maturité un peu supérieure du Bitcoin qui a fait qu'il a un peu moins souffert que les fois précédentes, mais néanmoins, il y a quand même toujours des effets comme ça très, très cycliques. Et en fait, assez rapidement, chez Ledger, vous lancez des solutions pour les entreprises, parce qu'on s'est rencontrés, je pense, la première fois dans ce cadre-là en 2018, où justement chez Odo, on regardait un petit peu, enfin, on étudiait le sujet, donc on travaillait avec Consensus qui nous accompagnait, et du coup, évidemment, il y avait le sujet de la conservation des actifs qui se posait, et on vous avait reçu. Et vous aviez déjà à l'époque une offre pour les institutionnels avec différents devices, Mm. une cérémonie des clés, etc. Donc vous aviez quand même, dès le départ, ce qui était un produit un peu retail, j'imagine, est Ouais. devenu assez rapidement un produit aussi pour les entreprises. Oui, tout à fait. En fait, bah, c'est là pour le coup, je suis un peu responsable de la partie idée. Enfin, plutôt, l'idée existait déjà en fait. C'est encore une fois chez Ledger, c'était génial parce que comme il y avait des gens incroyablement intelligents un peu partout, il suffisait juste d'ouvrir un tiroir et tu avais toujours un produit quelque part ou un service. Il fallait juste un peu regarder, être un peu curieux. Donc c'était assez génial. Mais effectivement, Ledger, fondamentalement, ce qu'ils avaient fait avec le premier device, le Nano S, qui ensuite, non, le Nano, qui est ensuite devenu Nano S, et ensuite le S+, le X, tout ce qu'on veut. Fondamentalement, ce qu'ils maîtrisaient, c'était la sécurité embarquée avec justement une carte à puce, avec voilà, en tout cas un système hardware très sécurisé, au sein duquel ils rajoutaient une couche donc de système d'exploitation et avec par-dessus une couche de software. Et donc, quand tu regardes ce que c'est finalement une clé Ledger, ce qu'on appelle une clé Ledger, donc un hardware wallet, en fait, les gens pensent que c'est une clé USB. En fait, pas du tout. La technologie qu'il y a dans un ledger, c'est extrêmement complexe. Il y a très très peu de gens dans le monde qui peuvent les fabriquer, très peu de gens qui peuvent les designer, qui peuvent les concevoir et qui peuvent les maîtriser. C'est une technologie française, puisque ça vient de la carte à puce, donc c'est Roland Moreno. Et ensuite, c'est Ouverture, c'est des entreprises comme ça, Thales, etc., qui ont développé la technologie par la suite. Mais et de ST Microelectronics, bien évidemment, puisque ST Microelectronics est le fabricant de la puce qui est dans les devices de Ledger. Et donc ça, c'est pour la partie retail. Et en fait, très vite, quand Eric m'en parle, venant du monde financier et connaissant très bien les grands systèmes de carnets d'ordre centraux avec les serveurs, en sachant que c'est spécial, parce que comme tu le sais bien, dans la finance centralisée, en fait, les actifs, ils sont dématérialisés. Donc fondamentalement, c'est des lignes de code quelque part. Et fondamentalement, ils existent dans un grand registre centralisé qui, en général, chez un dépositaire central à la fin de 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 la fin, qui est DTCC aux États-Unis, Euroclear en Europe, et voilà. Et parfois, il y a un dépositaire intermédiaire qui fait le truc pour les institutions derrière, mais c'est des infrastructures qui sont très très basses, que personne ne voit, que très peu de gens connaissent, et qui sont connectées ensuite par différents maillons de compensation, de règlement de livraison, et puis avant de trading, à ces fameuses bourses et ces plateformes de marché régulées et organisées, qui permettent les échanges qu'on connaît sur les actions, les obligations, les dérivés, les commodities, etc. Donc fondamentalement, ce secteur-là de la finance traditionnelle que je connaissais extrêmement bien pour l'avoir opéré et y avoir travaillé pendant très longtemps, pour moi, c'est un changement de paradigme complet, puisque du jour au lendemain, je ne me retrouvais plus du tout avec toutes les couches dont j'ai parlé, je me retrouvais avec deux couches. Enfin, Ouais. il y avait une couche de trading vaguement et une couche de règlement livraison, conservation.
Et donc, forcément, en discutant de ça avec Eric et ensuite avec Nicolas Baca, le CTO original de Ledger, originel, pardon, de Ledger, très vite, l'idée, Eric me montre un truc, il me dit, tiens, on avait réfléchi à un produit où en fait, on ferait un gros nano. Donc, au lieu que ce soit un nano, ce serait en fait un HSM. Parce qu'on connaît, on maîtrise la technologie aussi des HSM. Les HSM, c'est ce qu'on appelle des Hardware Security Models. Donc, c'est des super serveurs avec désolé, c'est que des termes anglais, hein, donc désolé pour les auditeurs et les auditrices francophones, mais c'est des RAG, c'est des systèmes, c'est comme des cartes mères, on va dire, mais c'est des cartes mères avec un niveau de sécurité très supérieur à une carte mère traditionnelle, avec donc une espèce de stockage de mémoire, mais avec un système au-dessus qui permet qu'on ne puisse pas y accéder, ni sur le plan software, ni sur le plan physique, qu'on ne puisse pas accéder à ce qu'il y a dedans pour pouvoir extraire ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est des technologies, pareil, très éprouvées qui sont en place dans le secteur bancaire et dans le secteur des télécoms notamment. Et donc les HSM, en fait, les gars chez Ledger étaient capables de coder dedans, encore une fois. Donc Eric, en parlant, il me dit, bah tiens, tu vois, si on faisait ça, en fait, on pourrait faire un gros Ledger avec un HSM, et en fait, ça pourrait permettre d'avoir une utilisation qui serait non plus pour le retail, mais pour justement des banques, des exchanges, des fonds d'investissement, etc. Et donc c'est là qu'est née l'idée du Ledger Vault qui encore une fois, à la base, c'est la même idée et entre guillemets le même sous-jacent technologique, mais par contre, l'utilisation et la technologie réelle n'est pas la même. Ni au niveau du hardware, parce que c'est pas le même hardware, ni au niveau de l'operating system, parce qu'on ne peut pas mettre le même operating system, enfin le même système d'exploitation, pardon. C'est comme le téléphone, la différence entre un téléphone et un laptop. On peut pas mettre, c'est pas les mêmes. Dans un cas, par exemple, chez Apple, c'est macOS pour les laptops et c'est iOS pour l'iPhone. Et ben, de la même façon, en fait, il peut y avoir des points communs, mais la plupart du temps, c'est quand même des systèmes d'exploitation qui sont différents, donc un nouveau développement. Et bien sûr, au-dessus, bon, c'est une couche de software qui est, entre guillemets, beaucoup plus facile à développer, mais malgré tout, qui demande du travail. Donc, fondamentalement, ça devenait un nouveau produit avec vraiment une verticale globale hardware, firmware et software qui était nouvelle. Donc, ça passait par une nouvelle équipe, une nouvelle organisation. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Donc, au moment où on s'est rencontrés, en 2018, quand tu étais chez Odo, on était déjà bien avancé sur le projet, mais malheureusement, on s'est rendu compte aussi en avançant que c'était un projet qui était très très lourd parce que c'est très lourd à monter, et donc ça nous a pris une bonne année, je pense, à développer le produit. Bon, ce qui en pratique a l'air long, mais qui dans le Oui. secteur bancaire et financier, comme tu le sais, en général, nous quand on lançait des nouveaux systèmes de trading là chez Euronext ou NYSE, ça prenait 5 ans, quoi. Je me rappelle plus, Ouais, non, 4 ou c'est 5 ça. ans, je sais plus. Dans le temps blockchain, c'est très long, mais Ouais. dans le temps bancaire, c'est relativement même très court. Non, écoute, super intéressant. Et alors, donc, tu as fait une aventure de quasiment 6 ans chez Ledger et tu as passé la fin de ton aventure chez Ledger à t'occuper des NFT. Ouais, entre autres, effectivement, ça c'est une passion. Alors peut-être je vais reboucler sur ce que tu viens de Ouais, dire sur la fin de la carrière chez Ledger et ce qui m'a emmené ensuite à faire autre chose. Mais bon, déjà à titre personnel, depuis que je gagne ma vie entre guillemets, j'ai toujours collectionné de l'art. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je viens pas d'une famille du tout ni d'artistes, ni même de gens qui allaient dans les galeries ou dans les musées, mais voilà, de façon assez native, j'ai toujours été attiré par ça et aussi de façon assez naturelle. Dès que j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai commencé à aller dans des galeries, commencé à collectionner un peu d'art et notamment du street art. Puis ensuite de la photo contemporaine et je me suis pris au jeu. C'est-à-dire que très vite, c'est devenu une part assez importante à la fois de mes loisirs et en tant que collectionneur, c'est devenu une part de mes revenus disponibles et de mon épargne disponible qui était assez importante. Donc je pense d'ailleurs que d'un point de vue strictement gestion de patrimoine, ce que je faisais était vraiment pas bien. C'est-à-dire que je pense que j'ai surinvesti à à un l'époque. âge où tu sais, la plupart de mes copains ils achetaient leurs premiers appartements ou je sais pas quoi. Bon, moi, j'achetais pas mon appartement, j'étais encore locataire, mais par contre, j'achetais des œuvres de street art, du Banksy, comme il y a derrière moi, Space Invader, Shepard Fairey, des choses comme ça. Et puis ensuite, des photographes qui, voilà. Et donc, je suis devenu collectionneur, j'ai appris sur le tas, et voilà. Mais j'ai eu la chance de rentrer au bon moment sur les artistes qui sont devenus assez importants pour la plupart. Donc, j'ai toujours eu ce côté collectionneur. Quand je suis arrivé chez Ledger, là, je repars du côté technologique, mais j'ai toujours un peu mes sujets artistiques à côté, bien sûr, qui sont importants pour moi. Et puis, les NFT apparaissent. Alors, ils apparaissent à différents moments. C'est toujours pareil. C'est qu'ils apparaissent un peu à l'été 2017. On ne parle pas de NFT à l'époque. Ils apparaissent un peu avec les CryptoPunks. Il y a des gens qui m'en parlent. Mais bien sûr, à ce moment-là, j'étais en train de faire autre chose. On était en train de préparer la levée de fonds de Ledger. Donc, c'est pas du tout dans ma priorité. Un peu comme quand on m'avait parlé du Bitcoin en 2010, 2011, 2012, je sais plus très bien quand. Bon, tu en entends parler, mais tu fais pas vraiment attention. Ouais, il y a Et les puis ça revient. CryptoKitties aussi. Alors voilà, c'est CryptoKitties. C'est vraiment les CryptoKitties, je pense, qui lancent. Bon, déjà, le RC 721 effectivement, on est à ce moment-là. On est entre fin décembre 2017 et
et janvier 2018. Et les CryptoKitties, c'est le premier use case, entre guillemets, le premier cas d'usage de ces fameux NFT. Ça fait pas mal de bruit. Nous, pour le coup, on ne peut pas faire autrement que d'y échapper. Donc, on le regarde, on l'étudie. D'ailleurs, c'est marrant, je me rappelle que je recrute quelqu'un en stage, il me semble, qui ensuite va rejoindre nos équipes, qui s'appelle Sylve Chevet, qui justement était un étudiant d'HEC très brillant, qui avait fait son master de fin d'études à HEC sur les CryptoKitties, je crois. Et je pense que c'est en partie grâce à ça qu'on l'a pris en stage, ou peut-être qu'on l'a embauché derrière. Je ne sais plus si c'était en stage ou en embauche, mais en tout cas, on l'a pris très vite, parce qu'on trouvait que ce qu'il disait là-dessus était plutôt smart. Voilà, et donc les NFT, à ce moment-là, on entend parler. Et puis moi, donc, étant collectionneur, je regarde le truc, mais en toute transparence, ça me prend à peu près un an et demi à comprendre. Pourquoi? Parce que je fais l'erreur classique de juste voir le NFT comme en fait un double numérique d'un original qui est un physique. Donc finalement, ça devient une sorte de QR code sur la blockchain pour authentifier une œuvre qui est nativement, originellement physique. Physique. Bon, et ça, je tourne autour de ce truc pendant un an et demi, à peu près un an et demi. Et puis un jour, il se passe une chose, c'est que à force d'expliquer quand même ce que c'était sur le plan technique à plein de personnes autour de moi, que ce soit effectivement des entrepreneurs ou des galeristes ou des artistes, un jour, je fais un parallèle entre un négatif physique. Donc, quand tu prends un appareil photo aujourd'hui, 98% des photographies qui sont prises aujourd'hui sont prises au format numérique. Donc, ça veut dire qu'avant, tu avais un négatif physique, hein, tu allais dans la chambre noire et tu tirais ton négatif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a tous des appareils numériques, y compris les très grands photographes. Hein, je veux dire, il y a des Leica incroyables numériques. Et donc, la matière première, la création originale, le format, le médium, c'est un fichier RAW ou un fichier PNG dans le pire des cas. Donc, c'est un fichier numérique. Et en disant ça, j'explique en fait aux gens, je dis, écoutez, un NFT, imaginez qu'en fait, on aurait la capacité, au moment où on prend la photo, et le fichier se crée comme ça sur la mémoire numérique de l'appareil photo, au moment donc encore une fois, la photo, on la prend, et la photo est prise, et il y a un fichier qui se crée dans la mémoire de l'appareil photo, et bien imaginez qu'au même moment, on soit capable de le certifier, de l'horodater, de lui donner une rareté absolue qui soit prouvable dans le monde entier, qu'immédiatement on la mint, entre guillemets, sur une blockchain, ce qui donnerait une existence parfaite, opposable aux tiers, à tous les niveaux, rareté, provenance, heure, date, partout. Toutes les informations qui soient au même moment où vous prenez la photo. Et je dis, bah, ça aurait beaucoup de valeur. Parce que tout d'un coup, quelqu'un qui est un grand photographe, qui prend une photo et qui ensuite la fait tirer à 10 exemplaires, bah, vous avez la capacité à prouver que vous avez le fameux négatif numérique. Et ça a beaucoup de valeur. Parce que finalement, le tirage papier d'une photo, ça a de la valeur parce qu'il y a un artiste qui dit qu'il en a fait que 10, parce qu'il y a un galeriste qui vous le vend et qui vous dit qu'il n'y en a que 10, et parce que c'est signé en bas à droite et numéroté sur 10, mais rien, mais absolument rien, ne vous garantit que c'est le cas. Y compris les plus grands photographes de la Terre, rien ne vous garantit que quand vous avez une œuvre sur 10, il n'y en a vraiment eu que 10. Et malheureusement, étant un collectionneur, notamment de photos depuis quelques années, je savais qu'il y avait notamment un photographe, malheureusement, pour lequel il y a eu un scandale assez notable sur justement la production un peu, on va dire, erratique par un de ses anciens agents, où concrètement, il a fait tourner la planche à tirer, ce qu'on appelle. Donc, tu as la planche à billets pour les banques centrales, et ben, tu as la planche à tirer pour les photographes. Donc il n'y a plus Et que 10 exemplaires, il y en a 30 en circulation, mais ils oh, sont 30, tous 1 sur 30, t'es 10, 3 gentil. sur 10. 30, t'es Ouais. gentil. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et donc, sachant ça, si tu veux, bon, encore une fois, j'ai fait le parallèle, donc longue digression, mais pour dire que oui, il y avait ce problème sur la photo et que du jour au lendemain, je me suis dit, OK, ben dans ce cas-là, ça veut dire que le NFT, il faut plus que ce soit un double numérique. Il faut avant tout penser que l'œuvre originale, c'est un fichier numérique. Et donc, c'est particulièrement bien applicable dans la photo, c'est particulièrement bien applicable dans l'art génératif, c'est bien applicable dans forcément l'art aujourd'hui, donc l'art avec intelligence artificielle, mais c'est aussi applicable ce qu'on appelle le digital painting. Dès que le fichier créé, c'est un fichier numérique, donc encore une fois un PNG, un JPEG, un GIF, une vidéo, ce qu'on veut, ça a une légitimité, ça a une utilité évidente que la valeur que ramène le NFT avec la rareté, la provenance et puis la durabilité sur la blockchain lui donne une valeur supplémentaire que si c'était une œuvre physique. D'ailleurs, Mais aujourd'hui, voilà. c'est presque enfin, le format NFT, le seul format qui permet toutes ces propriétés, d'ailleurs, pour Ah bah, quand un tu regardes, quand fichier tu parles, numérique. je pense que moi je suis encore une fois juste sur la verticale artistique et culturelle, mais je pense qu'il y a effectivement des usages pas infinis, mais en tout cas c'est vraiment c'est un nouveau médium
qui va probablement être utilisé, médium technologique, une capsule technologique, qui va être capable effectivement de peut-être de changer l'expérience dans pas mal d'autres industries, que ce soit peut-être la mode, que ce soit effectivement les marques en général, même les expériences d'achat, où tu peux tout à fait imaginer des systèmes très simples où en fait, plutôt que d'avoir des gens qui font la queue devant chez toi pendant 10 heures pour récupérer, je sais pas quelle basket qui sort en exclusivité au magasin sur les Champs-Élysées, tu peux imaginer avoir un drop sur le site web, voilà, où avec ton wallet, tu achètes le truc, hein, et ensuite, par contre, tu vas le claim, tu vas le réclamer, soit en allant directement en boutique, soit même tu te le fais livrer. Donc pour moi, il y a énormément d'usages qui sont pas de ma spécialité. Donc ce que je viens de dire, c'est une banalité, mais je pense qu'il y a des gens bien plus experts que moi que peut-être tu inviteras une prochaine fois. Mais en tout cas, je pense que dans le marketing, dans le luxe, dans la mode, etc., il y a énormément d'usages qui vont arriver. La musique aussi, Bon, on a eu Fred le cinéma. Montagnon qui est venu nous raconter l'histoire d'Ariani, voilà, Exactement. un peu sur ses use cases. Non, c'est intéressant ce que tu racontes. Bon, on y reviendra un peu parce qu'après, il y a toute l'histoire de la NFT Factory Mhm. et de ton fonds. Mais c'est assez amusant parce que ce que j'entends quand même systématiquement, c'est le biais de se dire ah oui, mais je peux pas l'accrocher chez moi. Euh, et c'est amusant parce que en fait aujourd'hui on passe nos journées devant des ordinateurs et des téléphones, des graphistes, des designers, et plein de gens qui aujourd'hui fabriquent de l'art, le font sur leur ordinateur, même la musique se fait sur ordinateur, tout se fait sur ordinateur, mais on dit ouais mais je peux pas l'accrocher à mon mur, donc ça n'a pas de valeur. Et c'est quand même amusant. C'est un biais qui est quand même encore très ancré. Ouais, je suis d'accord. Écoute, ça c'est un biais, comme tu le dis. Après, c'est un biais qu'on peut assez facilement contourner avec deux, trois arguments. Le premier argument, c'est de dire déjà, effectivement, ce qu'on a chez soi, c'est souvent. Alors, quand c'est une peinture, c'est encore un autre sujet. Mais quand c'est une photographie, je viens d'expliquer qu'effectivement, c'est un tirage papier d'un fichier qui est numérique. Donc, le négatif aujourd'hui, c'est un négatif numérique. Donc, fondamentalement, on pourrait tout à fait imaginer que le NFT, pour moi, enfin, en tout cas, si tu vas me dire, Peter Lindbergh, bon, c'est pas le cas, mais Peter Lindbergh, j'ai le négatif unique qui est donc en NFT de l'œuvre qu'il a faite, la plus connue, ou un tirage papier de ça, je vais préférer le négatif numérique. Parce qu'il y a une rareté beaucoup plus forte, une provenance beaucoup plus forte, alors qu'un tirage papier, il peut en avoir 1, 200, 300, je ne sais même pas combien il y en a. Donc pour moi, il y a ça pour la photo. Après, de manière générale, quand tu es collectionneur, par exemple, quand tu as un print chez toi, je ne parle même pas de print de photo, mais d'un print, je sais pas, de Banksy ou je sais pas quoi, de la même façon, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un artiste qui a décidé que sa création, le médium de distribution de son œuvre d'art, c'est une œuvre imprimée. Et c'est super. Mais après, c'est pas pour autant, c'est pas parce que, enfin, le fichier d'origine, il peut être à nouveau numérique. Ouais, c'est une Et donc, expression sur papier, voilà. exactement, c'est une expression sur papier, c'est un très beau terme, bravo Alexis, mais c'est vrai que c'est ce que je trouve, et après, tu as beaucoup d'autres usages. Après, il y a beaucoup de gens qui reprochent cette non-physicalité de l'œuvre au format NFT, mais encore une fois, tu peux tout à fait décider d'avoir un CryptoPunk qui est un NFT et de l'imprimer, d'ailleurs c'est ce qui se passe. Et tu l'imprimer chez un bel imprimeur d'art, etc. Tu as même les Fidenza qui font partie un peu des œuvres les plus iconiques de l'art génératif par Tyler Hobbs, où c'est encore mieux. Quand tu achètes un Fidenza, normalement, tu as, s'il n'a pas été déjà réclamé, tu peux rentrer en contact avec l'artiste. L'artiste va te faire un tirage spécifique, un tirage d'art de l'œuvre que tu viens d'acheter, signé, pas besoin de numéroter parce qu'il n'y en a qu'une. Et donc, tu peux avoir effectivement cette œuvre chez toi et tu peux la toucher si ça t'amuse, même si Ça, en c'est un peu général. cher, c'est dans les 150 éthers quand même, Fidenza. Non, les Fidenza aujourd'hui, le floor doit être entre 60 et 70 éthers, mais Ouais. ce qui fait quand même un bon montant, je suis d'accord. Bon, bon. Mais bon, mais de toute façon, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est ça, les gens, quand ils reprochent qu'ils peuvent pas le voir, ils peuvent pas le toucher, je leur dis, bah écoute, moi, pour être un collectionneur de street art, je m'amuse pas à lécher mon Banksy, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. Et après, c'est bon, on en reparlera peut-être quand on parlera peut-être de la NFT Factory, mais il y a quand même une expérience. Quand on va à la NFT Factory, j'encourage tout le monde à y aller, d'aller voir des expositions qui peuvent changer 3 fois, 4 fois par jour, 5 fois par jour, ça c'est déjà quand même une révolution en soi. Mais on peut directement acheter ces fameux tirages avec un petit QR code qui est à côté de l'œuvre. Et ça, c'est une expérience, je trouve que pour comprendre vraiment la puissance aussi de ces NFT, faire ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment, on est dans une galerie, on fait ah ça j'aime beaucoup. Tiens, il y en a 10, allez, j'aimerais en acheter un. QR code, bam, c'est fait. exactement. Incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la non-physicalité, parce que pour moi, l'aspect physique, c'est à la fois une force, mais c'est une grande faiblesse. Quand j'étais collectionneur, j'avais énormément de problèmes avec la physicalité. J'avais les problèmes du stockage, l'acheminement. Malheureusement, ça s'abîme les œuvres avec le temps. Si t'as pas le bon verre, le bon encadrement, le machin, etc., l'œuvre, elle peut s'abîmer avec le temps. Et puis, je te parle pas des problèmes d'assurance. Enfin, il y a énormément de problèmes que tu as quand tu es un collectionneur d'art physique.
Et puis surtout, tu n'as pas l'ubiquité. C'est-à-dire que ton œuvre, elle est chez toi. Donc, si ton œuvre, elle est chez toi, c'est un musée qui te contacte pour te demander de t'emprunter ton œuvre, bah, tu l'envoies et elle est plus chez toi. Elle est dans le musée. C'est fine, mais elle est plus chez toi. Alors qu'un NFT, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une ubiquité parfaite et tu peux tout à fait imaginer d'avoir encore le NFT chez toi, dans ton wallet concrètement, et par contre de le prêter à un musée. Enfin, en l'occurrence, ce que tu prêtes, c'est le droit d'utilisation, le droit de présentation, mais il n'y a pas de transfert sur le wallet, sauf à ce que tu veux le revendre. Ça, c'est un autre sujet. Oui, ça, c'est un Mais autre sujet. la session, elle est assez simple. Et tu peux m'imaginer effectivement dans un futur assez proche des expositions globales d'artistes digitaux où au même moment, il y a la même exposition à New York, à Londres et à Paris, par exemple la Factory, mais ailleurs aussi, parce qu'il n'y a plus cette problématique d'avoir la peinture à un endroit. Donc du coup, tu as une expérience qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus englobante, je dirais, beaucoup plus globale et inclusive également. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Et alors peut-être tu me fais une transition parfaite avec ma question d'après, mais on a vu quand même ces dernières années que les NFT d'art, etc., avaient gagné leur lettre de noblesse dans les grands musées. Et donc bon, j'imagine que ça fait peut-être une transition sur tout ce que tu as envie de faire après. Mais donc si je reviens un tout petit peu, donc tu as ton expérience chez Ledger, tu t'intéresses aux NFT par ton, on va dire, appétence personnelle sur le sujet. Ledger se met à faire des NFT, à faire une collection de NFT. Et si tu peux me raconter ce passage-là, et puis après, justement, la transition sur ton prochain grand saut, euh, Oui. qui est à ton fond. Alors, donc en fait, l'histoire avec les NFT, donc je pense comprendre les NFT à partir de, je sais pas, 2019, je dirais, un peu avant le Covid. Bon, bien sûr, le Covid change tout parce que du jour au lendemain, voilà, on ne peut plus aller dans les musées, on ne peut plus aller à la galerie, il ne se passe plus rien. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là où concrètement, je me replonge encore plus dedans et je dis, OK, bon, bah, ça veut dire que. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs pour qui c'est le cas. Je sais que Jean-Sébastien de la collection, c'est pareil. C'est parce que du jour au lendemain, il a souffert de ne plus pouvoir aller dans les musées, les galeries. C'est pour ça qu'il a créé la collection. Donc, moi, je suis de l'autre côté, je suis côté collectionneur. Donc, je me suis dit, bah, écoute, moi, je vais collectionner de l'art digital maintenant, quoi. Donc, j'ai commencé à collectionner de l'art digital à ce moment-là à peu près. Et donc, on est début 2020, je pense. Bon, mars 2020, pour être plus précis. Et voilà. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que bon, quand les situations se décantent un petit peu, on est en fin d'année 2020. Pascal Gauthier, donc, qui est le CEO de Ledger que tout le monde connaît. Pascal, qui est non seulement un dirigeant incroyable chez Ledger, mais aussi un ami, me dit, tiens, Jean-Michel, bah, écoute, je t'annonce, je vais recruter quelqu'un qui est assez sympa, il s'appelle Ian Rogers, il est chez LVMH, mais il va nous rejoindre dans quelques mois. Donc on dîne un jour avec Pascal et avec Yann, Yann? et je découvre Yann, effectivement, avec un garçon incroyable, avec effectivement un parcours incroyable. Ouais, il faudrait dans, quelques podcasts pour raconter sa vie, mais ouais, c'est vrai que ah c'est ouais, assez fou. ben, il faudrait, ouais, surtout qu'il fait le timidou, mais en fait, il parle français, hein. Il parle français, alors, il a un accent, mais il comprend bien, il parle bien, c'est juste que voilà, il préfère. Je vais faire mon premier podcast en anglais avec lui. Bah voilà, fais ton projet, vas-y, parce que franchement, tu vas bien t'amuser, puis c'est un garçon qui a une faconde vraiment parfaite. Donc, Ouais, c'est un storyteller incroyable. ah J'adore ouais, quand il raconte exactement, toutes ces histoires. exactement. Il est très, 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 Ouais. très bon là-dessus. Donc, la discussion qu'on s'engage avec Yann, il y a un feeling qui se passe tout de suite parce que lui, il vient de la musique. Enfin, lui, sa vraie passion dans la vie, c'est la musique. Moi, la vraie passion dans ma vie, c'est l'art. Et donc, très vite, on se parle et on se comprend là-dessus. Et en fait, c'est là, à cette soirée-là, on dit, dis donc, en rigolant, entre guillemets, on dit, dis donc, ce petit machin-là qui s'appelle NFT, et là, on est fin 2020 à peu près. On doit être en décembre 2020. On se dit, ce petit truc NFT, tu sais quoi, ça peut devenir plus gros que la crypto en tant que masse financière, etc., etc. Et au même moment, on se dit la même chose. On dit, ouais, et puis moi, je lui dis ça en rigolant, puis il me dit, ouais, 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 carrément. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bah, ce machin qui est ridicule à l'époque et tout petit, bon, bah, déjà, Ledger a une responsabilité assez naturelle de le protéger, parce que c'est juste une toute petite prolongation des cryptoactifs. D'ailleurs, en l'occurrence, les NFT, notamment les ERC 721 ou les ERC 1155, c'est juste une version dérivée d'Ethereum, donc fondamentalement, on les supportait déjà. Et donc, ça veut dire que bah, fondamentalement, on va aider cette toute petite industrie à se développer sous le biais non seulement de la sécurité, ce qu'on fait déjà, mais aussi en accompagnant un peu sur la dimension culturelle. Et comme au même moment, donc quand Yann va nous rejoindre, il y a un énorme travail de fait sur notamment la partie marketing, la partie justement communication, avec l'arrivée de pas mal de gens qui viennent d'industries beaucoup plus créatives que nous, qui étions vraiment des hard, des ingénieurs français très très bons dans la technologie, mais un peu moins dans l'explication et dans la communication. Là, il y a toute une équipe qui arrive, qui vient plutôt du milieu des médias, de la mode, des marques, etc., qui eux ont
ont les termes de référence pour justement s'exprimer sur ces sujets-là et donc qui ont une dimension culturelle assez forte. Et donc, finalement, Ledger se met à la fois, donc bien sûr, très naturellement sur la partie sécurité, mais sans forcément avoir besoin de le faire parce qu'on était déjà. Et par contre, qui remonte un peu un cran en essayant de faire la promotion de ce marché qui à l'époque est tout petit. Et donc, il y a énormément de collaborations qui vont se faire entre 2020, 2021 et 2022 avec plein d'artistes pour justement promouvoir ces artistes, ce marché, ces Ah, segments. vous avez lancé une marketplace? Alors, après, il y a eu effectivement, ensuite, il y a eu donc cette marketplace Ledger Market qui a été lancée, où il y a eu des drops, il y a eu des choses comme ça. Et voilà, et après, le marché a été un peu plus compliqué à partir de mi-2022, donc forcément, les initiatives ont dû être un peu ralenties, mais je sais que, et comme j'ai quitté Ledger depuis un an maintenant, je n'ai pas tous les secrets et les prochains développements, mais en tout cas, Ledger est très important dans les NFT. Je crois que aux dernières nouvelles, Ledger protégeait à peu près 40% des NFT dans le monde C'est en gigantesque. valeur. Donc c'est gigantesque. Je crois que Ledger protégeait de mémoire à peu près 20% des cryptos dans le monde, en tout cas il y a un an et demi quand j'y étais, et 40% des NFT. Ça ne m'étonnerait pas que ça continue à être à peu près le même sujet. Pourquoi? Parce que Ledger, c'est un instrument global, hein. Il y a du hardware et du software, mais les gens, fondamentalement, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils protègent des actifs qui ont beaucoup de valeur. Tu achètes un Ledger à partir du moment. Si tu as $50 en Bitcoin, bon. Mais par Oui. contre, si $50 devient 5000, là, tu as intérêt à le protéger un peu plus. Et donc, souvent, l'achat d'un ledger se justifie par l'augmentation de la valeur des actifs que tu as protégés. Et donc voilà, mais effectivement, Ledger a été très présent là-dessus, et encore plus sur des œuvres d'art, des œuvres d'art digitales, parce qu'il y a une durabilité importante. C'est bien gentil d'acheter une œuvre de Beeple à 69 millions, mais si tu la laisses sur un truc et que tu perds la clé, ou que c'est sur un ordinateur, ou pire, sur un software qui se fait hacker, bon, c'est pas génial. Donc Pas voilà, donc souhaitable. Ouais, non, ça c'est c'est pas sûr. génial. Non, mais c'était une occasion en fait extraordinaire pour Ledger aussi de se appleiser un peu. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Apple, mais Steve Jobs disait on vend de la culture, on vend de la culture, on vend de la culture, et finalement c'était une occasion rêvée pour Ledger aussi de devenir une boîte pas que de soft comme tu racontes, mais aussi d'avoir ce vernis culturel. Tout à fait. C'est vrai et puis ça a permis aussi, on n'a pas parlé, mais les NFT ont permis d'onboarder aussi beaucoup de gens dans le Web3. Ça a été un véritable outil d'onboarding, hein, très fort. Et donc la passion est très forte, trop forte, Oui, et t'emporte ailleurs. ouais. Donc, alors juste pour la chronologie, donc d'abord tu as cofondé la NFT Factory et après tu as monté ton fonds, ou Mhm. les deux se sont faits en parallèle, Alors, comment tout ça NFT s'est Factory, fait? déjà, c'est gentil de m'en accorder une forme de paternité, mais je ne suis pas le seul du tout à l'origine. Déjà, Tu es c'est le une idée. spiritual father. Ouais, je suis le Ok. spiritual father parce que en fait, en fait, l'histoire de la Factory, c'est un prolongement de la maison de Bitcoin. C'est en fait en mars 2021, donc un peu avant Beeple, je rencontre John Karp. John qui vient de lancer le NFT Morning, qui est un Un podcast super du podcast. Ouais. matin sur le NFT, force comme son l'indique. Et avec John, le courant passe tout de suite. Et voilà, et très vite, il me dit, tiens, je vais faire un meet-up, et puis le meet-up, machin. Et le meet-up devient assez gros. Et puis très vite, je me dis, tiens, c'est marrant, ça m'appelle vraiment furieusement ces années 2014-2015, là, sur le Bitcoin. Même cause, mêmes effets, à la fois un intérêt, mais à la fois beaucoup de gens qui sont un peu dubitatifs, et puis simplement des gens qui sont curieux de savoir ce que c'est, qui veulent parler à des vrais gens dans des vrais espaces. Et donc l'idée de la factory naît à peu près à ce moment-là, en se disant il faudrait un lieu tiers, qui soit un lieu qui rassemble les différentes communautés, les différents segments, les différentes personnes, et qu'on puisse effectivement à la fois faire une exposition, à la fois avoir un meet-up, à la fois avoir une forme d'évangélisation du grand public, peut-être même des entreprises, peut-être même des politiques, soyons fous. Et donc c'est à ce moment-là qu'à peu près on est au moment de l'été 2021, que l'idée naît. Bon, ensuite, l'idée naît avec John et moi, et puis ensuite, on va chercher quelques copains, Sébastien Borget de Sandbox, Benoît Couty, qui est un très, très grand collectionneur historique de NFT, Alexis Chaille, Thomas Gavache, Luc Jodet, qui à l'époque était encore chez Ariani, qui après allait rejoindre Xange pour gérer leur fonds Web3. Et j'espère que j'oublie personne. Et donc, ces Mais il y avait beaucoup de gens sept-là. sur la photo. Il y avait Alors, non, beaucoup de ça, gens attends, sur. on est 7 au début, et puis ensuite, Ouais. hop, très vite, moi je leur dis, c'est pas un projet entrepreneurial, c'est un projet de communauté. Donc ça veut dire que c'est pas un projet où il faut le garder pour nous, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Et effectivement, ensuite, on va chacun chercher nos copains à droite à gauche, et c'est comme ça qu'on se retrouve à 128 co-founders, cofondateurs et cofondatrices. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette phase-là, c'est que grâce, comme tu l'as dit, à ce sujet des NFT qui est beaucoup plus, qui a permis d'emborder beaucoup de gens dans le Web3 et dans la crypto indirectement, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus divers,
en termes d'origine que effectivement la crypto et la DeFi, qui étaient quand même un très masculin, deux très européens, trois plutôt entre 20 et 35 ans, et après, après, surtout après d'ailleurs, c'était assez compliqué. Alors que le Web3 a fait venir beaucoup plus de gens, et d'ailleurs, je pense que ça se voit sur la photo effectivement de famille de la NFT Factory. On est beaucoup plus varié, beaucoup plus divers, et ça, c'est assez sympa parce que du coup, bah, il y a beaucoup plus de courants qui sont arrivés. Et donc voilà, donc c'est un projet qui naît comme ça, et puis ensuite, bah, donc il faut trouver un lieu, et puis, mais en fait, c'est un projet, et j'insiste dessus, c'est un projet, imagine un vaisseau spatial. La NFT Factory, c'est un concept qui est un vaisseau spatial. Et ce vaisseau spatial, il a une existence physique, donc il va se poser effectivement à Pompidou, en face du centre Pompidou, ce qui est une chance incroyable parce qu'en termes d'histoire, c'est génial. Ça a probablement contribué indirectement aussi à l'accélération, je pense, du Web3 dans les musées en France et notamment chez Pompidou. Je pense que c'est pas complètement euh, Ouais, c'est c'est pas sûr. complètement Location, location, location. à location, parce Trois. que je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui se sont dit dans les musées, bon bah, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'ovni, justement, c'est pour ça que je prends le terme de vaisseau spatial, qu'est-ce que c'est que cet ovni qui se met en face de chez nous, là, et est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dépêcher nous-mêmes à commencer à créer une collection, parce que peut-être que ces gens-là, à un moment donné, ils vont faire aussi la même chose que nous. Donc je pense qu'il y a eu tout ça qui est mis en place, mais la Factory, il faut vraiment imaginer comme un vaisseau spatial, et ce vaisseau spatial, il a aussi vocation, on l'a vu là pendant NFT Paris, aussi à se mettre dans des événements. Peut-être qu'il déménagera dans quelques mois ou un an ou un truc comme ça, on verra bien en fonction aussi des différents sujets, parce que comme vous n'êtes pas le sans le savoir, malheureusement Pompidou va fermer pendant plus de 5 ans, là dans quelques mois, juste après les JO. Donc de toute façon, pour nous, le sujet de rester là-bas est un vrai sujet qui va probablement se poser assez rapidement. Donc voilà, donc il n'est pas impossible que la Factory déménage. Et ça, c'est un peu l'exclu du podcast du jour. Magnifique. Mais aussi simplement parce que, encore une fois, Pompidou fermant, il y a un peu moins de logique à y rester. Et puis, de toute façon, il faut aller vers plus de gens. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un sujet peut-être d'itinérance de cet énorme vaisseau spatial, parce que c'est une équipe, c'est 70 écrans, c'est maintenant beaucoup de founders, beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, des bonnes relations avec des musées, avec des grands collectionneurs, des grandes entreprises. Donc, je pense que ce modèle de la factory, bah, il faut l'imaginer comme quelque chose qui est protéiforme et qui va probablement prendre plusieurs formes dans le futur. Et d'ailleurs, juste petite transition avant de passer sur Grey Capital, mais est-ce que tu penses que le mot NFT a du futur? Alors, c'est une très bonne question et j'ai pas une réponse parfaite à te donner. Ce qui est vrai, c'est que quand le mot NFT, comme toutes les révolutions technologiques qu'on a connues, que ce soit Internet, le World Wide Web à la grande époque, ou les réseaux sociaux, etc., même si c'est un petit peu différent, je pense que ça a été intéressant parce que comme c'était un mot, en plus un acronyme, donc c'est un mot très court, qui est facile à retenir, que tu peux dire dans toutes les langues, mais qui a aussi un petit peu cristallisé, je pense, à la fois les attentes, les espérances, un peu la folie qu'on a vécue en 2021-2022, et donc forcément un peu le bad buzz qui lui colle encore beaucoup. Et qui, à mon avis, le dessert énormément. Donc c'est vrai que typiquement, quand moi j'ai décidé de quitter Ledger, fin janvier 2023, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, pour lancer Grail Capital, qui est un fonds d'investissement, je dis fonds d'investissement en art digital sur blockchain. Je ne fais exprès de ne pas employer le terme de NFT. Fondamentalement, le NFT, c'est une capsule technologique, un médium technologique qui existe sur une blockchain. Il est important, il est réel, donc on achète fondamentalement des NFT. Mais par contre, le terme est un petit peu galvaudé et donc je fais attention à son utilisation. Et si je puis me permettre une toute petite parenthèse, je pense qu'une des raisons, indépendamment effectivement du bruit qu'il y a eu et peut-être de la bulle qui a eu lieu sur les NFT entre 2021 et 2022, je pense qu'il y a aussi une incompréhension parce que les NFT, c'est deux choses. C'est à la fois ce médium technologique, donc un token, un non-fungible token, donc un jeton non Jetons. fungible, un Ouais. jeton non fungible qui est sur une blockchain et qui capture effectivement une valeur culturelle et avec un fichier derrière, un fichier sous-jacent numérique, qui est une photo, une image ou autre chose, enfin, ou une vidéo d'ailleurs. Donc ça, c'est le médium technologique. Et de l'autre côté, il y a eu l'émergence au même moment culturelle d'un mouvement NFT art, on va dire, qui rassemble plein de choses. Et Beeple, l'AI, le generative art, etc., etc. Et donc je pense qu'il y a un mélange des deux avec d'un côté la technologie, de l'autre côté le mouvement un petit peu culturel artistique, et qui fait que les gens ne savent pas trop de quoi on parle, parce que quand on parle de NFT, on ne sait pas si on parle de l'un, de l'autre ou les deux. Et je Bien sûr. pense que jusqu'à une période récente, les deux étant totalement imbriqués,
Encore une fois, on ne sait pas quand quelqu'un se plaint des NFT ou trouve que c'est pas génial, on ne sait pas si c'est la technologie, parce que ça repose sur une blockchain publique, donc la crypto, ou si c'est parce que les singes, c'est pas très joli, pas très bien dessiné, et que fondamentalement, c'est un peu scandaleux que ça vaille aussi cher. Ouais, Et absolument, parce que une obligation, par exemple, ça peut être un NFT. Et pourtant, ça n'a rien à exactement, voir avec l'art, hein. exactement. Non, c'est marrant. D'ailleurs, j'y pense de temps en temps, tu vois, quand je me réveille au milieu de la nuit, je me dis quand même, OpenSea, quand ils ont dû faire les premières catégories de typologie de NFT, ils ont dû bien s'amuser parce qu'au début, c'est d'ailleurs ce qui est super sympa au début, c'est que c'est une explosion de tout. C'est-à-dire que c'est un nouveau médium, donc évidemment, la nature aime le chaos, donc tout s'engouffre là-dedans. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile à catégoriser. Donc j'imagine c'est une transition parfaite sur donc Grail Capital. Et donc raconte-nous un peu cette aventure de Grail Capital et quelle est ton ambition sur ce projet-là? Grail Capital, c'est effectivement cette passion pour l'art, ensuite qui est devenue passion pour l'art digital sur les blockchains, donc ces fameux NFT. Je suis devenu un assez gros collectionneur assez rapidement et à un moment donné, c'est une sorte de presque d'un appel religieux. C'est-à-dire que j'étais chez Ledger, très heureux, j'étais chief of staff, ce qui était l'équivalent d'un job, un mélange entre super secrétaire général et un peu CEO, donc je supervisais énormément de choses. Et c'était passionnant avec une équipe géniale, avec des personnes du COMEX géniaux et plein de gens géniaux dans l'entreprise. Mais j'avais cette passion qui commençait à être vraiment à prendre de la place dans ma tête. Et je me suis dit, ayant étudié entre guillemets l'art historiquement avec ce qui s'est passé avec les impressionnistes et tous les autres mouvements qu'il y a pu avoir par la suite, ayant vécu un petit peu de loin le street art et l'émergence début milieu des années 2000, je me suis dit, il se passe un truc qui est un mélange entre l'émergence d'Internet entre 95 et 2000 et l'émergence d'un nouveau mouvement culturel, que ce soit l'impressionnisme ou le cubisme ou le street art. Et je me suis dit, je suis trop bien placé, je suis au milieu de ce truc-là, je suis chez Ledger depuis 6 ans, je connais bien la techno, je connais bien les marchés financiers, je suis un assez bon collectionneur. C'est trop beau pour être vrai, comme on dit. Il y a vraiment un appel, mais vraiment c'est un appel religieux. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je pouvais pas ne pas y aller, quoi. C'était Et ton donc, next best action. ouais, mais vraiment, c'était quelque chose je pouvais pas ne pas y aller. Et donc, du coup, et donc, une fois que je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire ne pas y aller? Ça veut dire concrètement, comme j'étais déjà collectionneur, c'était probablement passer la vitesse supérieure en devenant investisseur cette fois-ci, avec effectivement la vision que l'art digital sur les blockchains allait devenir une catégorie du marché de l'art assez importante dans les 10 années à venir. Et avec une taille de marché qui pour l'instant était très petite, mais encore une fois, avant qu'on travaille dessus, personne n'était capable de nous dire combien ça valait. Donc c'était ça aussi déjà le premier travail, c'est combien ce marché valait. Et donc on a été les premiers en fait à faire une étude extrêmement poussée. En fait, on a scrappé toutes les données publiques, hein, c'est l'avantage des blockchains. On a recomposé en fait un super indice. On a agrégé absolument toutes les collections d'Xcopy, les CryptoPunks, enfin les principales collections. On leur a donné une valeur à chacune en fonction du nombre d'éditions fois le dernier floor price ou de façon un peu plus granulaire un prix qui était un peu plus technique parce que tout n'a pas la même valeur. Un CryptoPunk n'est pas égal à un CryptoPunk. Il y en a qui sont plus rares, un peu plus beaux, un peu plus moches, machin, etc. Donc on est arrivé avec des méthodes de valorisation de ces trucs-là. Et c'est là qu'on est arrivé effectivement avec une valorisation de ce marché qui, selon à quel moment on regarde, et prenons par exemple la fin d'année 2023, c'est un marché de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, c'est rien du tout. Donc c'est tout Juste petit. pour donner une indication, alors je ne sais plus, j'ai plus le dernier chiffre, mais le marché de la crypto, on est entre 2,1 et 2,5 trillions, peut-être 2 trillions, je ne sais plus parce que ça a beaucoup bougé là sur les derniers jours, mais on est entre 2 et 2,5 trillions, donc ça fait 2500 milliards. Le marché de l'art détenu et des objets de collection qui sont détenus par les high net worth individuals uniquement, c'est 2,2 trillions. Donc d'un côté, on a un marché de l'art et des objets de collection uniquement, je ne parle pas de tout ce qui est dans les musées, les fondations, je parle juste détenus par les individus dans le monde, 2,2 trillions. Et de l'autre côté, on a un truc l'art digital sur les blockchains, 7 milliards. Donc ça veut dire rien, c'est 0,3%. Donc moi, je pars de ça, je dis, OK, il y a un problème. Soit ce 0,3%, il va à zéro, soit il va autre part. Il ne restera pas à 0,3, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Soit, encore une fois, il disparaît, parce que, je sais pas, il se passe un truc, soit il va au-dessus. Et moi, j'ai bien sûr pensé qu'il pourrait valoir plus que ces 0,3%. Est-ce que c'est 1%, 2%, 5%, 10% dans 10 ans? Je ne sais pas. Enfin, j'ai une estimation et j'ai une sorte forcément de prévision à titre personnel et professionnel, mais je pense que ce sera plus. Combien de fois plus? Je ne sais pas. Et voilà. Une fois que je suis parti de ce constat-là, c'est là que j'ai eu l'idée de Grail Capital,
Mais comme, même si je suis entrepreneur, je ne suis pas complètement fou, déjà, j'ai voulu pas le faire tout seul, et idéalement de le faire avec quelqu'un qui était complémentaire. Et donc la personne que j'ai trouvée, que je connaissais depuis quelques années, parce qu'on s'était rencontrés au hasard, on va dire, à la fois de NFT et un peu de la fintech, c'est Tim Salikoff, mon associé, donc qui est basé à New York, qui est un ancien pareil, de la finance traditionnelle. Il était très longtemps chez Morgan Stanley en banque d'investissement, et puis après chez Lazare sur la partie investissement. Il gérait un fonds de private equity de 1 milliard, un truc comme ça, donc vraiment un vrai financier, très, très, très financier dans l'esprit. Et Tim, qui était un collectionneur également, un petit peu plus modéré que moi, on va dire, on avait bien sympathisé, très analytique, et je lui ai parlé du projet, et on a dit, bah, écoute, on va s'associer, on va lancer Grail Capital avec lui à New York, moi en Europe. Lui, plutôt la casquette euh, Head of Research, donc vraiment la personne quantitative qui vraiment va faire les recherches, va scraper les données, va leur donner du contexte, etc. Et moi, la personne Chief Investment Officer, donc plutôt la personne qui a une vision sur, voilà, qui va prendre des décisions toujours documentées et toujours, comment dirais-je, soutenues par des analyses, mais voilà, avec des directions, quoi, des directions claires sur, voilà, on va plutôt investir dans l'AI, plutôt dans le Gen Art, un peu moins dans les collectibles, etc., etc. Donc vraiment les grandes tendances, c'est comme ça que ça se passe. Et notre répartition des rôles est plutôt autour de ça. Et donc du coup, donc, si je reprends très très simplement, donc, le projet, c'est un fonds d'investissement. Donc tu as levé de l'argent auprès d'institutions ou de particuliers pour aller investir dans cette donc, nouvelle classe d'actifs, qui est les NFT, en tout cas ce nouveau form factor de l'art, dans un but de pouvoir rendre de l'argent à ces investisseurs à terme. Tout à fait. Donc c'est voilà. Donc, Alors, toute petite note. Donc, effectivement, Grail Capital, c'était une stratégie, enfin, c'est une structure de tête, on va dire, d'investissement et de conseil en investissement. Et en dessous, on crée des véhicules d'investissement. On en a pour l'instant créé un premier, mais c'est pas un fonds en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un SPV, c'est un Special Purpose Vehicle. Ça, c'est la première petite note. Et la deuxième petite note, c'est qu'on ne vise pas les particuliers du tout. Nos investisseurs qui investissent dans le SPV, ce ne sont que des investisseurs très qualifiés ou des investisseurs professionnels. Donc, c'est des high net worths qui ont des surfaces financières assez importantes et qui ont des capacités techniques à intervenir sur des marchés risqués, parce que c'est un marché risqué, il faut bien le dire, hein. C'est une classe d'actifs très jeune, elle a à peu près 3 ans maximum maintenant. Donc, c'est tout jeune et il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi beaucoup de risques. Et ou des investisseurs professionnels dont le job, c'est de gérer des risques. Donc, pour eux, c'est pas un sujet, que ce soit des fonds, des family office, des hedge funds ou des fonds divers et variés. Et nous, on n'adresse que cette clientèle-là, on fait pas du tout de retail. De toute façon, nos produits sont accessibles que, déjà, on ne peut pas les acheter en ligne. Il faut effectivement passer par un administrateur de fonds professionnel. Et puis ensuite, la taille d'investissement minimale est telle que, de toute façon, mécaniquement, le retail n'a incapacité complète à pouvoir y participer. C'est surtout parce qu'encore une fois, on estime que c'est notre mission d'aider ce marché à grandir, mais c'est aussi notre mission de ne pas faire prendre de risques à des gens qui ne peuvent pas en prendre. ouais, bien sûr. Tous les gens qui souscrivent à ce genre de véhicule, c'est des gens qui déjà sont des collectionneurs d'art, qui sont la plupart investis dans des classes d'actifs assez émergentes et assez risquées, et qui peuvent se permettre, entre guillemets, de prendre un risque avec nous. Bien sûr, nous, on est là en tant qu'investisseurs professionnels pour enlever le maximum de risques, et bien sûr, à terme, pour poursuivre ce que tu disais tout à l'heure, rendre le maximum dans De quelques années valeur. à ces investisseurs. Mais c'est pas le seul objectif, parce que si c'était juste l'objectif financier, je pense qu'il y a peut-être d'autres classes d'actifs, notamment la crypto aujourd'hui, qui a déjà une performance assez incroyable Ouais. sur les 12 derniers mois, 12-18 derniers mois. Je pense que les gens qui nous accompagnent, c'est au-delà de l'aspect financier, même si bien sûr ça compte, il y a aussi la participation à une aventure et fondamentalement pouvoir dire dans 10-15 ans, j'y étais. J'ai Ouais, été dans absolument. les pionniers. Absolument. Et vous avez un aspect evergreen en fait dans votre fonds, c'est-à-dire parce que normalement un fonds, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est-à-dire qu'on lève de l'argent auprès d'institutions, de particuliers, on a une période d'investissement qui dure globalement 5 ans, et après une période de désinvestissement où on a 5 ans pour revendre toutes ces participations. Est-ce que tu as une obligation de revendre Alors chez Grey déjà, Capital ou pas? pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est un SPV, donc c'est pas un fonds. Et justement, comme c'est un Ouais, SPV, en fait, c'est beaucoup plus simple. En ouais, fait, c'est un club deal avec effectivement un certain nombre d'investisseurs ultra qualifiés et professionnels qui ont mis un montant chacun. On a un montant global. Ensuite, ce montant global, on l'a déployé en même pas 2 mois. Donc, pour répondre à ta question, on l'a tout déployé très vite parce que de toute façon, c'était l'objectif. Et donc, notre premier vintage, le vintage 2023, il est déjà clos depuis octobre 2023. Et donc, il est complètement déployé. Donc, on a déjà toutes les acquisitions qui ont été faites dans un délai, encore une fois, de 2 mois. Et maintenant, effectivement, la durée d'investissement, elle est à peu près de 5 ou 6 ans. Et donc,
En pratique, on n'a pas de gestion active, on est des collectionneurs investisseurs, c'est-à-dire D'accord. qu'on a des fortes convictions, on est des stock pickers. Dans le monde de l'investissement traditionnel, imagine-nous comme une sorte de petits fonds, de petites sociétés de gestion en stock picking de small cap et mid cap, où on prend des positions avec une forte conviction sur des entreprises. Et bien là, on a des positions avec des fortes convictions sur des collections et des artistes, donc on en achète, on va garder. Et on revendra effectivement à terme étant au bout de 5 ans, en espérant bien sûr que, entre-temps, la valeur de ces œuvres se soit appréciée, ce qui pour l'instant est déjà le cas en quelques mois, donc on est très content. Et après, surtout, il faut que ça dure. Tout à fait. Alors, j'ai une grande question pour toi qui est ton rapport avec toutes ces grandes maisons que sont Christie, Sotheby's, etc. On a quand même l'impression que elles y vont pas, elles y vont, elles y vont pas. Et il y a peut-être ce manque de conviction chez elles, mais il y a eu quand même quelques grandes ventes dans des grandes maisons. Mais par exemple, aujourd'hui, Christie's, ils en font plus de vente Ah, de NFT, ouais, ou alors quasiment plus. c'est moins visible, c'est moins visible. Déjà, donc première chose, le marché de l'art digital sur les blockchains a été fait et a vraiment son existence grâce à la vente de Beeple de 69 millions de dollars le 11 mars 2021 chez Christie's à Hong Kong. Il n'y C'était aurait le pas eu cette 5000 vente, Days, c'est ça? exactement. S'il n'y avait pas eu cette vente avec Beeple chez Christie's, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. C'est une évidence. C'est vraiment, c'est un peu avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y a vraiment un moment, c'est avant cette œuvre, donc ça a provoqué. Donc ça, c'est quand même Christie's qui l'a fait, donc il faut quand même le Ouais, rendre bien un sûr. énorme crédit pour ça. Deuxième sujet, pour l'instant, le marché, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est tout petit. Le marché, il fait 7 milliards, enfin, il a fait 7 milliards, il est peut-être à 10 milliards aujourd'hui. Allez, en étant fou, quoi. Pour eux, quand ils font des ventes, parce qu'ils font encore des ventes, il y a encore Sotheby's là, qui a fait une vente il y a 2-3 jours d'un collectionneur d'art digital assez connu. Je crois qu'ils ont dû faire une vente au total 2,3 millions. Sotheby's, quand ils font des ventes postmodernes et contemporaries, c'est 30 millions en une Ah soirée, quoi. oui, Donc c'est ça. pour eux, 2,3 millions, c'est pocket money, quoi. C'est l'argent de poche. Donc ils sont là, c'est juste que pour l'instant le marché n'est pas très gros, qu'ils font attention parce qu'ils ont une base installée d'utilisateurs et de collectionneurs qui sont plutôt, avec tout le respect que j'ai pour eux, plutôt un peu âgés, qui sont pas encore les nouveaux arrivants, ce qu'on appelle next gen, une nouvelle génération de collectionneurs qui ont plutôt entre 20 et 40 ans. Et donc ils essaient de gérer un peu le truc, ils essaient de gérer un peu leur clientèle historique, qui est plutôt celle qui pour l'instant a l'argent et le pouvoir et qui va plutôt acheter du moderne et du contemporain entre guillemets jusqu'aux années 80. Et puis après, les nouvelles générations, elles vont effectivement acheter du street art et beaucoup d'art digital, mais elles n'ont pas encore le portefeuille. Donc elles sont là. Elles ont des acteurs, elles ont des personnes, elles ont des équipes. Je connais en l'occurrence très bien les deux équipes, à la fois chez Christie's et chez Sotheby's. Elles sont assez actives. Notamment chez Sotheby's, pour lui rendre crédit également, il y a donc Michael Buana, qui s'avère être français. Il y a beaucoup de Français, Ok. comme vous le savez, dans l'art et notamment dans les maisons de vente, puisque d'ailleurs, parce qu'ensuite on a quand même un patron chez Christie's qui est quand même Cerruti, aussi un Français. Enfin, on a les Français un peu partout, donc la French Connection, elle fonctionne bien. Et Michael fait un travail remarquable chez Sotheby's, mais bien sûr, en termes de taille de marché, c'est plus petit. Mais il fait des très belles ventes et je pense que dans 5 ou 10 ans, bon, il sera probablement très bien positionné quand le marché sera beaucoup plus gros. Alors, j'ai une question pour toi qui est un peu le trait d'union de toute ta vie finalement. Mais une fois, par exemple, tu disais qu'il y a une clientèle qui peut être potentiellement assez âgée aussi dans l'art, dans ces grandes maisons. Imaginons, elles achètent un NFT. Mais alors, elles sont peut-être pas forcément très à l'aise pour avoir un ledger chez elles. Est-ce qu'il y a des custodians spécialisés pour cette, on va dire, population très aisée qui veut acheter de l'art et qui est pas forcément très à l'aise à avoir un ledger chez soi? Oui, alors déjà, ce que je sais, c'est que bon, déjà, les maisons de vente, elles font du custodian. Ouais, Alors, je suis pas sûr qu'elles soient très contentes que je le dise, mais je pense qu'il y a certains collectionneurs qui ont dû acheter des NFT et qui n'ont pas dû encore créer un wallet pour les rapatrier chez eux, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y a certaines maisons de vente qui sont encore elles-mêmes détentrices pour compte de tiers de NFT. Des custodians de NFT en tant que tels, officiels, c'est-à-dire vraiment qui ont pignon sur rue, il n'y en a pas, mais après, tous les custodians le font. Il y en a plein, il y a même des banques privées qui le font. Il y a ABS, par exemple, typiquement, qui est Arbank Switzerland, avec laquelle je collabore sur leur collection, où justement ils sont en train de faire ça pour leurs clients. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais c'est vrai que de façon assez normale, Ledger, je pense, est le principal custodian des NFT et voilà. dans le monde, parce que je pense que les plus 40%, grands. ce que tu Alors disais. déjà, en valeur, oui, et ça c'est une estimation, peut-être qu'ils sont un petit peu en dessous, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que quand tu discutes avec les plus grands collectionneurs, et j'en connais un certain nombre, et les plus grands artistes,
tous ont leurs actifs sur des ledgers. Parce que c'est le plus sécurisé, le plus facile, etc., etc. Et c'était là depuis quasiment 10 ans et a priori, ce sera encore là pour, on espère tous, assez longtemps. Donc Ledger joue un rôle assez important. Est-ce qu'il y aura effectivement, pour répondre à ta question de façon un peu plus longue, besoin de custodian dédié NFT? Probablement. Peut-être plus d'ailleurs pour la partie service que pour la partie conservation, même si la partie conservation est importante, et notamment pour faire venir ces classes de collectionneurs qui sont peut-être un peu moins tech-savvy, qui ont peut-être un rapport avec la technologie et la sécurité des cryptoactifs peut-être un peu plus compliqué, et donc que ces gens-là, que tu imagines que ces gens-là confient entre guillemets leurs actifs digitaux, culturels, à une sorte de banque dépositaire de NFT, pour moi, ça fait pas mal de sens. Donc, il y Ouais. aura probablement une offre de service de la part des acteurs traditionnels du segment des custodians qui vont arriver pour le faire, hein. Non, très bien. Et alors, j'ai rebondi aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est une question que j'ai pour toi. Tu parlais de millésime 2023. Est-ce que Y Capital, c'est un millésime annuel? Pour l'instant, on est en train de faire effectivement comme on fait des véhicules, encore une fois, avec des SPV qui ne sont pas des fonds. Ouais. Parce que pour l'instant, pour avoir un fonds, comme tu connais très bien l'asset management, parce que tu viens encore une fois de chez Odo, euh, en fait, pour pouvoir faire un fonds, il faut avoir une taille minimum d'actifs sous gestion qui est quand même assez importante. Il faut être capable de lever, on va dire, entre 20 et 30 millions de dollars pour ensuite pouvoir, parce que ça coûte cher de faire tourner un fonds. Il y a plein de process, il y a pas mal de réglementations, ce qui est normal. Il y a beaucoup d'équipes, il y a pas mal de choses. Donc, en général, il faut avoir effectivement, comme tu gagnes ta vie, entre guillemets, ou tu payes, entre guillemets, tes charges avec les revenus que tu fais que le fonds, avec ce qu'on appelle les management fees, si tu arrives en dessous de 500 000 ou 600 000 euros de revenus par an, c'est impossible de faire tourner un fonds. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'arrivera pas à avoir assez d'investissements qui dépassent ces 20 millions, on ne lancera pas de fonds. On lance des SPV et puis parce qu'on n'a pas besoin, en fait. On fait un SPV. Donc, pour l'instant, on a fait un premier vintage, effectivement, mi-2023, mais qui finalement a été déployé je te dis en septembre-octobre 2023. Là, on va en faire un prochain qui va probablement être lancé, pareil, tu vois, avant la fin du premier semestre. Donc, effectivement, on va probablement se retrouver avec un vintage par an, ce qui est aussi intéressant parce que ça permet un peu comme le vin, déjà d'avoir effectivement une exposition à un moment donné du marché. On ne prend pas exactement les mêmes œuvres non plus, donc on va un peu changer. C'est un peu comme si on décidait en 2023, on avait plutôt fait du Bordeaux, et peut-être qu'en 2024, on va plus faire du Bourgogne. Donc on va quand même avoir une décision un peu de management et de décision stratégique d'investissement sur plutôt un segment plutôt qu'un autre, qui va donner une couleur entre guillemets à notre SPV, en tout cas avec un focus sur un segment de marché plus important qu'un autre, de notre point de vue. Voilà, pour aussi que les investisseurs, effectivement, dans 5 ou 6 ans, ils aient peut-être une exposition un peu plus diversifiée. Déjà parce que c'est un SPV, donc malgré tout, il y a plusieurs lignes au sein du SPV, donc c'est pas d'acheter un CryptoPunk et terminé. Là, on a la capacité d'acheter beaucoup plus d'œuvres que ça, donc ça permet d'offrir aussi une diversification. Parce que ça qui est intéressant, c'est aussi que, effectivement, tu connais le principe, entre acheter une action Apple. Bon, et c'est super, hein, ça peut être un énorme coup pour ceux qui l'ont fait au bon moment, mais bon, quand ça bouge de 10% dans la journée, tu as tout qui bouge de 10%, quoi. Alors que quand tu as effectivement plusieurs lignes dans ton portefeuille, bien, tu as quand même une forme même s'il y a un peu de corrélation entre les différentes lignes, à la fin, la performance est quand même un peu plus lissée et les mouvements sont moins saccadés, et donc à terme, c'est peut-être plus intéressant. Tu as quand même aussi un autre effet par rapport à tous les autres fonds qui peuvent, ou les SPV qui peuvent gérer de l'art, c'est que normalement, eux, ils sont dénominés en euros ou en dollars, et toi, tu es dénominé en crypto. Donc, il y a aussi un effet à la fois multiplicateur ou de division sur les valos. Donc, Oui. il y a une dimension supplémentaire quand même. Exactement. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, et ça fait partie pareil de mes petits, peut-être de mes petits insights pour les auditeurs, les auditrices d'aujourd'hui, c'est en fait ma vision, notamment si ma vision sur le fait que le marché de l'art digital sur les blockchains finisse par représenter un certain pourcentage de ce marché de l'art contemporain en général. Le marché de l'art contemporain, qu'on le veuille ou non, il est libellé en dollars. Et qui dit libellé en dollars, ça veut dire que la valeur économique fondamentale est libellée en dollars. Donc nous, ça veut dire que nous, typiquement, tout ce qu'on fait, on le valorise en dollars. On valorise les actifs quand on les achète en dollars. Les investisseurs, ils ont investi en dollars, enfin, ils ont investi quel que soit le médium, mais en tout cas, à la fin, nous, on l'a converti en dollars pour effectivement donner une valorisation en dollars. Et donc, ça permet effectivement, quand le prix de l'Ether monte, parce qu'on est très, très, très majoritairement investi sur des actifs culturels et artistiques qui sont sur la blockchain Ethereum, parce que c'est la principale pour l'instant, d'assez loin sur ces segments-là. C'est vrai que la hausse du prix de l'Ether peut servir, et en même temps, elle peut desservir à la fois, puisqu'il y a un phénomène assez rigolo qui est en train de se passer, c'est que
là, par exemple, depuis le début d'année, entre janvier et fin février, à l'exception des CryptoPunks, toutes les autres collections de NFT ont vu leur prix en Ether baisser. Pourquoi? Parce que dans le même temps, l'Ether a fait, je ne sais plus, 60 ou 70% de hausse, hein. Et donc, en fait, il y a une forme d'ajustement parce que comme l'Ether monte, du coup, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas des quantités infinies d'Ether, et il y a beaucoup d'investisseurs et de collectionneurs qui doivent acheter de l'Ether avec du dollar. Donc, bah, ils ont un montant fini de dollars, je sais pas, 100 000 dollars de budget. Bon, bah, quand l'Ether est à 3005, c'est pas la même chose que quand il était à 2000. Et donc, ils ont moins d'Ether, et donc il y a un ajustement du prix en Ether à cause de ça. Donc, ça veut dire que même si le prix de l'Ether a beaucoup monté, le prix en Ether a plutôt baissé, stagné, voire baissé un petit peu. Bon, mais comme la hausse de l'Ether est telle et que le prix en Ether est quand même pas non plus, il s'est pas écroulé, on a quand même plutôt une hausse générale des prix des NFT d'art depuis maintenant à peu près 6 mois, 1 an, qui est assez notable. Et les CryptoPunks, alors j'ai pas le chiffre aujourd'hui, je suis désolé parce que j'ai pas bien fait mon travail de le regarder ce matin et j'étais très pris, mais à hier ou avant-hier, le floor price, donc le prix minimum qu'il faut payer pour acheter un CryptoPunk était au-dessus de 100 000 dollars. C'est énorme. Ouais, C'était je moins, crois que c'est 54 Ethers, un truc comme ça, je voilà, crois. 54, 55 Ether, et Ouais, c'était moins de 100 000 dollars pendant l'été. magnifique. Il fallait être là au bon moment. Alors, j'ai une petite question qui est un peu. Alors, tu as le droit de ne pas me répondre, mais qu'est-ce que tu penses des NFT sur Bitcoin? Parce que c'est un Alors, sujet très clivant. non, non, mais alors c'est pas, merci de me la poser. C'est une question qui doit être posée parce que j'en parle beaucoup en ce moment pour la bonne et simple raison que le sujet n'est pas fini. D'un strict point de vue technique, l'enregistrement des ordinals sur la blockchain de Bitcoin avec tout ce qui est technologiquement où tu enregistres avec un nœud, etc., des transactions passées, tu vas les agréger les unes aux autres pour finalement créer quelque chose et stocker parce que la masse, enfin pardon, pas la masse, la quantité de stockage possible sur une transaction Bitcoin est très très petite, très 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 petite. Et donc fondamentalement, ça veut dire d'être capable de pouvoir avoir des fichiers qui sont on-chain, qui sont des fichiers images entre guillemets avec c'est du bit, hein, c'est des 0 et des 1, des kilos clés quoi. C'est très très petit. Je sais plus c'est 35 de mémoire. Par bloc, un truc comme ça, enfin, c'est vraiment ridicule. Et donc, ça veut dire que la technologie, je sais pas comment dire, en tout cas, l'astuce technologique qui a été trouvée avec les ordinals sur le plan technologique est fabuleuse. Euh, pour l'instant, et sur le plan durabilité, la blockchain Bitcoin est très probablement la plus durable et la plus safe et la plus sécurisée, et donc celle qui durera le plus longtemps. Donc, d'un strict point de vue enregistrement, ces trucs-là seront probablement éternellement là. Alors que ce n'est pas forcément le cas sur toutes les blockchains. Il y a peut-être des blockchains qui vont arrêter de fonctionner dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ça on ne sait pas encore. Donc technologiquement, c'est super, même si effectivement, et je ne suis pas du tout Bitcoin maximaliste, mais certains Bitcoin maximalistes reprochent en fait à ce que ce soit finalement un encombrement du réseau Bitcoin qui soit pas forcément justifié, parce qu'à la base, le Bitcoin, c'était pour faire du transfert de pair à pair de valeurs monétaires, entre guillemets, et financières. Donc là, on rajoute un usage qui va encombrer un peu le réseau. Et puis sur le plan plus esthétique cette fois-ci, parce que c'est un peu mon chantier, esthétique et culturel. Culturellement, il y a des trucs intéressants. Esthétiquement, j'ai pour l'instant vu principalement des copier-coller de choses qui existaient déjà sur Ethereum. Ouais, c'est ça, ils expérimentent la Donc, techno et- en copiant-collant les connexions qui ont bah, cartonné sur Ethereum. c'est des punks, c'est des notes punks, c'est des trucs, enfin c'est des trucs qui sont. Donc, mais après, j'ai probablement tort de pas m'y être intéressé parce qu'en termes de performance économique et financière, ça a été un gros succès de l'année Là, 2023 les Node et là, Monkey, là, je crois que ça a bien allé, là. voilà, exactement. Mais à la fin, tu vois, c'est une version un peu dérivée des CryptoPunk et des Bored Ape. Donc c'est Ouais, super, mais je veux absolument. dire, en termes d'innovation culturelle, il y a mieux, quoi. Mais encore une fois, donc pour moi, mon avis est pas complètement fait dessus. Je suis entre les deux pour l'instant, dans le sens où, encore une fois, sur le plan technique, c'est très intéressant. Sur le plan culturel, j'ai pas encore vu de choses où je me suis dit, oh là là, faut pas que je loupe ce truc-là parce que c'est vraiment fabuleux et ça va rentrer dans tous les musées. Ça va peut-être rentrer dans les musées, mais pour l'instant, ce que je sais, et ça j'en suis sûr et certain, c'est que les Fidenza, les CryptoPunk, les Ringers, les Refik Canadol, les Beeple et tous ces artistes-là qui sont pour l'instant uniquement sur Ethereum, ils sont ou ils vont rentrer dans les musées. Et c'est déjà le cas au MoMA, c'est le cas à l'ICA à Miami, c'est le cas à Pompidou. Là, il y a un grand musée anglais qui va dans très peu de temps annoncer aussi des choses. Donc voilà, ces artistes-là, ils sont déjà très, très importants sur le plan culturel.
et ils sont là pour rester. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'à la fois collectionneur et en tant qu'artiste, c'est d'avoir des œuvres d'artistes qui seront encore là et dans les livres d'histoire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc voilà, et donc c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup de valeur. Super, bah écoute Jean-Michel, merci beaucoup, c'était passionnant. Je vais te demander un petit service parce que bon voilà, ton expérience est très riche, mais je pense qu'on aura pas mal d'auditeurs qui sont très intéressés de pouvoir lire un peu de littérature ou de blog, etc. Donc si tu serais suffisamment gentil pour m'envoyer quelques liens que Ouais. je donnerai quand je posterai tout ça sur les différents réseaux, j'en serais ravi. Bah écoute, je te remercie énormément pour ton temps, c'était passionnant. Et puis tu reviendras dans quelques années pour nous raconter un peu tous les succès ou nous raconter un peu les œuvres d'art passionnantes que tu aurais pu acheter. Bah, merci beaucoup Jean-Michel. Merci Alexis, merci à toi et à bientôt à tout le monde. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.